pour discuter également de cette question avec les alliés de l'Ukraine, à savoir l'Allemagne, qui s'était déjà décliné comme étant l'un qui voudrait voir l'appui militaire, surtout l'appui financier, s'arrêter envers l'Ukraine ou encore en direction de l'Ukraine pour éviter, entre guillemets, que l'Ukraine hérite d'une grosse et forte dette. On se souvient aussi des États comme la France qui ont malheureusement en 2024 pu manifester leur impossibilité d'apporter l'aide annoncée telle qu'elle avait été annoncée en tout cas à l'Ukraine dans les brefs délais, et les États-Unis également pressés finalement par le Parlement et le Sénat, des difficultés dans l'octroi de cette aide militaire et financière à l'Ukraine. Les alliés semblent à bout de souffle aujourd'hui en fin d'année 2024. Le président Vladimir Poutine, lui aussi, est tourné vers la réconciliation ou du moins la négociation. Mais selon les accords de Minsk, est-ce réellement envisageable entre l'Ukraine et la Russie? Non pas un cessez-le-feu, mais une fin de la guerre, une sorte de très longue et grande trêve, Henriette Tangana. Oui, oui. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est-à-dire quand on met les choses dans leur contexte. La première chose, c'est de savoir que la guerre a failli être beaucoup plus longue que ça, comme vous le pensez. Et il y a eu... Les états-majors occidentaux avaient préparé une guerre mondiale. Et c'est la raison pour laquelle, au début, ils vont demander de condamner la Russie. Et si vous remarquez très bien, tous les pays qui ont condamné la Russie, on leur a demandé de participer à l'effort de guerre. J'aime souvent à le dire. Et les pays africains ont refusé de condamner. Ce qui prouvait que nous sommes déjà de plus en plus intelligents. Parce que sinon, on aurait encore été des tirailleurs. Parce que vous avez remarqué qu'après, on a demandé à tous les pays qui ont condamné la Russie de participer à l'effort de guerre. Qu'est-ce qu'on attendait comme effort de guerre de la part des Africains? La chair à canon. Il ne faut pas imaginer autre chose. Parce que n'importe qui aurait bien compris que l'Ukraine, toute seule, sans les hommes, aurait eu du mal à faire la guerre. Il fallait trouver des gens pour faire la guerre. On va chercher en Afrique la chair de canon à sacrifier. Heureusement que nos pays ont dit non, on ne condamne pas parce qu'ils avaient anticipé sur tout ce qui allait arriver. Très bien. Maintenant, parlons de l'effort de guerre. Ce qu'on appelle l'effort de guerre en réalité, c'est l'endettement de l'Ukraine. Je redis l'endettement de l'Ukraine, parce que comme on dit souvent, quand on donne l'argent pour l'effort de guerre, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est des lignes de crédit qu'on fait à l'Ukraine. Parce que la monnaie mondiale est ainsi faite. Elle naît de crédit. Donc quand on dit le dollar américain, c'est du papier. On demande au Congrès de voter. Voter quoi? C'est du papier. Ça n'est basé sur rien. D'une part. Et d'autre part, toutes ces sommes d'argent servent à quoi? À alimenter l'industrie militaire américaine qui vend des armes. Donc quand on vous dit on a accordé une aide de 200 millions de dollars à l'Ukraine, vous imaginez 200 millions de dollars en train d'aller en Ukraine. Mais ce n'est pas ça. En fait, on évalue la valeur financière du matériel militaire fait par les sociétés américaines qui vont livrer à l'Ukraine. Ça change tout. Quand vous avez compris ça, vous êtes un géopolitologue. En réalité, c'est pour relancer leurs industries de guerre. Donc, ça donne du travail aux Américains. Bah oui, c'est les grosses sociétés américaines qui sont payées parce qu'elles ont des bons de commande. Et c'est vrai dans tous les pays européens. Vous avez vu tout l'argent que ces pays ont donné? Vous croyez que l'Ukraine est capable de rembourser ces sommes d'argent? Donc, les pays de l'OTAN avaient intérêt aussi à le faire. Ont augmenté le PIB en matière d'armement. Premier intérêt pour les Américains, c'est que si vous envoyez vos matériels militaires à l'Ukraine, vous êtes obligé de racheter du matériel militaire. Et tous ces pays de l'OTAN achètent du matériel lourd
aux États-Unis. C'est cynique, mais c'est comme ça. L'intérêt de ça, d'alimenter tout ça, c'était booster l'industrie américaine, booster les finances américaines. Ah, si vous ne comprenez pas ça, si vous pensez que c'est des ordres idéologiques, mais non. Et le nombre de morts qu'il y a eu en Ukraine, c'est certainement beaucoup plus que ça. Mais ces hommes-là s'en moquent. C'est vous qui parlez d'hommes, de tout ça, ça c'est pour la communication. Mais ils savaient, et ils savent. C'est pour la communication. Donc, les grosses, ces États de l'OTAN savent qu'ils envoient leur financement là-bas, et en général, là, on vient sur beaucoup de pays dépendent de la BCE. Et ces pays-là font la même chose. Ils envoient du matériel fabriqué dans leur pays. Et quand ils disent on envoie une somme d'argent à l'Ukraine, non. Les sommes d'argent se sont déversées dans ces entreprises de leur pays. C'est pour ça que je dis souvent, il faut avoir travaillé dans le marché de l'international pour comprendre ces choses. Un contrat à l'international, ce n'est pas un contrat entre deux mecs dans un pays. Son fonctionnement intellectuel, parce que j'ai souvent entendu parler, je vois parfois certaines personnes parler de lever les fonds à l'international. Quand vous entendez que la France a accordé 100 millions d'euros à un pays, vous allez vous demander ça vient de quel compte? Ça vient de quel compte? Parce que beaucoup de gens sont des gros théoriciens mais qui ne comprennent pas. Vous allez en France, vous dites Macron envoie 100 millions d'euros, il pense à où? Il prend au trésor français? Non. Vous ne vous demandez pas quelle est l'origine de ces fonds? C'est une parenthèse que je ferme. Ça permet souvent à certaines personnes d'acquérir un peu d'expérience professionnelle avant d'aborder certains sujets. Parce que parfois, aborder les sujets que théoriquement, on croit comprendre, mais on ne comprend pas. Donc, ces sommes d'argent de ces pays-là qui disent aider l'Ukraine, quand ils disent tant de millions d'euros, les millions d'euros vont dans les sociétés de chez eux, qui produisent le matériel. Quel intérêt que ça? C'est que vous comprenez que le Français, le Belge qui travaille dans ces sociétés, ces sociétés ont des commandes, mais des commandes garanties, parce qu'elles sont des commandes garanties par l'État. Il n'y a rien quand vous avez une commande par l'État, vous vous frottez les mains. Et boostent donc leurs emplois, engagent, recrutent les gens pour résorber le chômage chez eux, ont de l'activité économique, ont de la croissance. Ah oui, c'est à ça que ça sert. Mais à un moment, ils se posent la question, est-ce qu'on peut rembourser? Est-ce qu'ils peuvent rembourser? La même question s'est posée, et c'est là où je fais une référence historique, après la Première Guerre mondiale. Beaucoup d'économistes parlent souvent de Keynes. Mais est-ce qu'ils savent que Keynes avait reproché le traité de Versailles parce qu'il estimait que les sanctions qu'on avait données en Allemagne, entre autres, et puis exactement le phénomène qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est les États-Unis qui avaient prêté de l'argent aux pays européens et qui leur disaient attention, ne sanctionnez pas trop, ils ont beaucoup à payer, ils ne parviendront pas à payer. Et après la Première Guerre mondiale, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Les pays européens qui s'étaient endettés auprès des États-Unis, le même système de dette, ne parvenaient pas à rembourser les dettes. Et en même temps, l'antagoniste de Keynes, qui s'appelle Grenville, a écrit un livre où il décrivait, le titre du livre, je crois, c'était Les conséquences de la paix, où il décrivait comment on arrivera à la Seconde mondiale compte tenu des dispositions économiques et des accords de la Première Guerre mondiale. Vous voyez, que ce soit Keynes, que ce soit Grenville, c'est deux économistes. Et je vous avais dit qu'il n'y a pas de guerre sans intérêt économique. Il n'y a pas de guerre sans intérêt économique. Et là, on en arrive alors au même phénomène en Ukraine. Est-ce qu'ils pourront rembourser? C'est la raison pour laquelle il y a ce que vous avez appelé essoufflement des dettes qu'on fait. Parce que ces dettes-là, c'est du papier. C'est un chiffre, c'est tout.
Ça peut vous choquer parce qu'à l'époque encore, on était à l'étalon or, la monnaie était étalonnée. Mais aujourd'hui, c'est du papier. Bon, je peux aussi expliquer comment ces dettes perturbent une économie avec une monnaie étalonnée. Fais attention, parce que quand une monnaie est étalonnée, je peux prêter de l'argent aux gens, mais je prête alors de l'argent virtuel. Ça, c'est ça un autre débat, ça nous prendrait beaucoup de temps. Donc, voilà les réalités économiques aujourd'hui. En fait, on était en Troisième Guerre mondiale, on l'a évité de justesse, mais elle a commencé. Et le deuxième intérêt des Américains aussi, c'était d'affaiblir fortement la Russie, mais ça n'a pas marché du tout, que ce soit militairement ou que ce soit économiquement. Mais ça n'a pas marché. Et là, comme pour toutes les guerres, je crois qu'il y a mon prédécesseur qui l'a dit, c'est je crois M. Che en plus, c'est le schéma type des guerres. Après, on négocie. Et pendant les négociations, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. C'est d'anticiper l'après-guerre pendant la guerre. Vous avez exactement le remake de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Le même. Et après une guerre comme celle-là qui a été quasi mondiale, il faut réorganiser le monde. Donc c'est logique qu'on en arrive à ce résultat aujourd'hui qui est, la faiblesse la faiblesse des financements. On ne peut pas appeler ça la faiblesse des financements, mais la question de savoir si l'Ukraine pourra rembourser les dettes, la même question que s'est posée à la Première et la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, quand les États européens se sont endettés auprès des États-Unis et c'est d'ailleurs ce qui a fait la puissance des États-Unis. Parce qu'elle a vendu énormément de matériel pendant la Première Guerre mondiale. C'est elle qui finançait tout. En fait, tous les pays de l'Europe s'endettaient. Et après, les pays d'Europe devaient rembourser cette dette-là. Les gens oublient souvent que c'est la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale qui vont faire des États-Unis une des premières puissances économiques du monde, en vendant la mort. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont 75% des réserves d'or dans le monde. Vous voyez? Donc, croyez-moi, quelques millions de personnes qui meurent, pour les géostratèges, ils s'en moquent. Ils sont au soleil en train de boire le champagne. Il y a des gens qui s'enrichissent, y compris ceux qui reçoivent de l'argent, qui en profitent pour détourner l'argent et mettre dans des comptes privés. Autant ceux qui reçoivent de l'argent en Ukraine, les parents de Zelensky sont à l'abri en Israël. Ils vivent grand train. Que aux États-Unis, ceux qui donnent de l'argent. Je ne vais pas vous refaire l'affaire du fils du chef d'État américain. Vous savez ce qu'il y a eu en Ukraine. Comment il y a eu des détournements massifs d'argent au point où il a été obligé lui-même de gracier son propre fils. Dont les gens s'enrichissent à la guerre, que ce soit l'enrichissement des États ou que l'enrichissement des particuliers pendant la guerre. Donc on est dans une phase de la guerre qui a fait beaucoup de dégâts, parce que ça a fait beaucoup de morts, beaucoup de morts, même si elle ne s'est pas étendue à l'échelle internationale pour prendre le qualificatif de guerre mondiale. Mais il y a eu beaucoup de morts. Et on passe à la deuxième étape qui sera les négociations. Et le reste, ce sont des soubresauts. D'ailleurs, les gens n'ont pas très bien compris ce qui s'est passé en Syrie. Et quand vous voyez ce qui s'est passé en Syrie, vous pouvez anticiper sur le fait qu'on va en fin de guerre. On cède la Syrie et pour ne pas trop humilier un camp, c'est-à-dire que Vladimir Poutine aujourd'hui, on veut montrer qu'il a des faiblesses. Okay. Voilà, c'est un peu globalement ça. Mais ceux qui ont lu les histoires de guerre rencontreront tout ça. C'est-à-dire qu'il faut humilier un État qui perd la guerre. Vladimir Poutine n'a pas envie de violemment humilier l'OTAN. C'est pour ça qu'on va donner l'impression qu'il a lâché la Syrie par faiblesse. Je sors par là.